Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et des sénatoriales. Les FDR appellent leurs élus à ne pas voter. Les forces démocratiques pour la République ont confirmé leur boycott des élections sénatoriales prévues pour ce samedi 15 février 2025 au Togo. Dans un communiqué signé par le président Maître Dodji Apevon, le parti a appelé ses conseillers municipaux et régionaux à ne pas participer au vote. On sait que le parti n'a pas présenté de candidat officiellement. Si quelqu'un est membre du parti, il est allé se présenter, c'est qu'il a fait à titre individuel. Les FDR n'ont pas présenté de candidat aux élections sénatoriales. Ils ont quand même des élus locaux, conseillers municipaux et des conseillers régionaux à qui d'ailleurs ils ont demandé de ne pas siéger. Et à l'approche donc de ces élections, puisque c'est les conseillers municipaux et régionaux qui doivent voter, les FDR rappellent à ces élus qu'ils ne doivent pas voter. La consigne sera-t-elle suivie? Et même si elle n'est pas suivie, quelles seront peut-être les conséquences sur la politique des FDR? On va profiter également pour en savoir un peu plus sur ces élections sénatoriales. À quoi vont-elles servir et comment cela va-t-il se passer? Ce sera, je rappelle, ce samedi 15 février 2025. Nous en parlons avec nos invités et comme d'habitude pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour vos analyses d'abord. Sur cette consigne des FDR, il ne faut pas voter. Consigne à l'endroit de leurs élus, conseillers municipaux et conseillers régionaux. Qui veut y aller en premier? Bon, moi je vais y aller mais de façon très brève. Hein. Bon, pour moi, c'est un épiphénomène. En fait, pour moi, quand on refuse, on dit non. C'est aussi simple que ça. La légitimité appartient au peuple et donc c'est au peuple qu'il faut faire la cour. Ce sont les électeurs qui font les élus. Donc, si la dynamique du parti est de dire qu'elle ne se reconnaît pas dans un certain nombre de prises de décision, il est tout à fait logique qu'elle assume son refus en disant qu'elle ne participe pas à cela. Donc pour moi c'est quelque chose, c'est légitime qu'ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce qui se fait et que de facto ils ne participent pas aux élections. Quand on refuse, on dit non, il faut accepter son non. Quand on refuse, on dit non, mais on a vu certains membres de ce parti justement à qui on a demandé de ne pas prendre part aux réunions du conseil régional, mais qui ont siégé au conseil régional de la Maritime et qui finalement ont été virés du parti. Les FDR ne sont pas les seuls, l'ANC a vécu la même situation. Est-ce que regard de la configuration actuelle, et vu que la campagne se fait entre les conseillers municipaux, les candidats et les conseillers municipaux, les candidats et les conseillers régionaux, et qu'on sait qui est qui, on sait qui va aller voter, est-ce que les gens ne seront pas tentés quand même d'y aller? Alors, parce qu'ils auraient déjà fait des promesses à des gens, on suppose. Bon, après, y a des gens qui sont dans la politique parce qu'il s'agit d'opportunités, et puis il y a des gens qui sont dans les politiques parce que ils ont le souci des populations. C'est très, comment dirais-je, c'est très attirant, c'est très séduisant de déposer sa candidature pour les sénatoriales. Encore faut-il que le parti qui a la majorité des voix accepte de laisser quelques places pour que vous puissiez en glaner une. Donc moi je trouve que tout ça c'est un peu épiphénomène. J'estime que il faut assumer ses prises de décision et que le peuple regarde. Il regarde et il est très sensible au retournement de veste et aux compromissions. Donc je pense que cela explique pourquoi certains partis essayent d'être beaucoup plus rigoureux qu'avant, parce que justement ces partis ont été accusés par certains de compromission et ont été, si vous voulez, traités de coupables de certaines largesses. Donc pour moi je prends un peu ça comme un épiphénomène. Je pense que c'est tout à fait logique si l'on dit qu'on ne se reconnaît pas souvent il y a beaucoup de partis qui ont dit qu'ils ne se reconnaissaient pas dans la nouvelle constitution, mais si vous ne la reconnaissez pas, vous ne la nourrissez pas. Donc si vous ne voulez pas la nourrir, vous n'y participez pas. Et ce qui est à conquérir, c'est l'électorat, c'est ceux qui vous suivent, parce que fondamentalement c'est eux qui élisent, c'est eux qui mettent la couronne sur la tête du roi. En tout cas à mon sens c'est cela. Donc
Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci on a compris en tout cas. On refuse. On dit non tout simplement. Alors, qui veut aller à la suite de Horus? La FDR appelle leurs élus à ne pas voter pour ces élections sénatoriales. Oui, mais c'est une suite logique du combat que mènent les FDR et l'Alliance nationale pour le changement des partis politiques d'opposition qui sont récemment élus aux dernières législatives, mais qui ont décidé de ne pas siéger à l'Assemblée nationale, juste parce que pour eux, ils contestent la 5e République. La 5e République qui bascule le Togo dans un régime parlementaire avec l'instauration de ce qu'on peut appeler un président de conseil qui remplace le poste de président de la République. Ça veut dire que désormais le président ou bien le président du conseil sera élu à travers un suffrage indirect, ce qui veut dire que le vote des populations ne va plus compter. Le président du conseil sera justement élu par le Sénat. Je pense qu'on en parlera dans la seconde partie de cette partie et de l'Assemblée nationale. Donc je crois que les FDR et l'ANC sont justement dans la contestation de la 5e République. Et comme le disait tout à l'heure Horus, quand on refuse, on dit non. Ou bien quand on dit non, on refuse. Et donc c'est dans cette dynamique-là que se trouvent aujourd'hui les FDR. Et le communiqué dont nous débattons aujourd'hui, le parti a fait sortir 2 raisons fondamentales pour lesquelles il a justement demandé à ses conseillers municipaux et régionaux de ne pas voter, parce que après tout c'est une consigne de vote. Et donc le FDR a demandé, le parti a demandé justement à ses conseillers municipaux et régionaux de s'abstenir, en fait, de ne pas participer au vote. Et donc, vous avez un parti qui soutient que le Sénat n'apporte rien à la démocratie ou bien au renforcement de la démocratie ou au développement du Togo. Sur ce sujet-là, je m'exprime un peu en faux parce que je ne peux pas rentrer dans ce débat parce que c'est trop, vous m'excusez, mais c'est trop léger. C'est faire un débat à la manière de nous sommes fatigués, faire un débat à la manière de nous sommes manipulés en fait. Parce que la démocratie, soit on veut instaurer une démocratie et on l'instaure, soit on veut pas rester dans un état démocratique et on ferme les jeux sur les incongruités. Je le dis parce que le Sénat, c'est une recommandation. Le Sénat fait partie du processus de la démocratisation du Togo. Ce sont les textes républicains qui l'exigent et ce n'est pas la 5e République qui exige l'institutionnalisation du Sénat. Il faudrait qu'on essaie de le rappeler aux uns et aux autres. C'est pour ça que je dis que dire que le Sénat n'apporte rien en fait à la 5e République ou bien le Sénat n'apporte rien au Togo, que le Sénat, l'institution du Sénat sera budgétivore, je pense que c'est trop léger à mon avis, vous m'excusez le thème. Maintenant, sur le point où je peux être d'accord avec les FDR, c'est d'avoir touché dans ce communiqué-là le point relatif en fait à la tenue des élections municipales. Le parti a dénoncé des fraudes massives enregistrées au cours des élections municipales de 2019 d'abord. Ça veut dire que parce qu'on dit que les sénateurs ou bien seront élus par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Vous avez aujourd'hui, je crois que Credo a certainement les bons chiffres, il va revenir là-dessus, le nombre de conseillers municipaux que Uni seul aujourd'hui a sur les tickets politiques. Donc ça veut dire que vous avez des partis politiques d'opposition qui n'ont rien en termes de conseillers municipaux. Voilà, ils n'ont rien en termes de conseillers municipaux, ils n'ont pas grand-chose en termes de conseillers régionaux. Or, nous disons que ce sont ces acteurs-là, qui vont élire les sénateurs. Et ça veut dire que là aussi, les résultats, vous m'excusez, mais sont connus d'avance. Parce qu'aujourd'hui, tout est dominé par la vague bleue. C'est-à-dire, c'est Uni qui tient la chandelle. C'est Uni qui, entre guillemets, à un moment donné, s'est taillé la part belle du lion. Et donc, aller à ces élections-là, je pense que pour moi, c'est une perte de temps. Et donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec les FDR quand le parti trouve que aller à ces élections ne vaut pas
la peine. Donc le parti a mis également le curseur sur les conditions un peu orthodoxes dans lesquelles les élections municipales se sont déroulées en 2019. Et on a vu récemment qu'au sorti du scrutin des législatives et des régionales, le parti est également revenu, le parti avait même fait un inventaire des fraudes électorales. Et donc ça veut dire que à la base, les données sont faussées. On ne peut justement pas participer à ce Sénat, d'autant plus que ce Sénat-là, les élections sénatoriales se basent sur les municipales et sur les régionales alors qu'on sait que c'est... Les partis critiquent les résultats. Les partis critiquent les résultats de ces élections. Donc c'est pour moi, je dis que c'est une suite logique de la part des FDR qui non seulement se trouve dans la contestation de la Ve République, mais aussi dénonce les résultats issus, des résultats issus des élections municipales de 2019 et des législatives de 2024. Et voilà. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako, pour vos éléments d'analyse. Merci. Credo TT, les FDR appellent leurs élus à ne pas voter à ces élections sénatoriales. Elles auront lieu le samedi 15 février prochain. Les FDR n'ont pas présenté officiellement de candidature et leurs élus, qui doivent normalement être les votants à ces élections, sont appelés aussi à ne pas voter. Oui, que les forces démocratiques de Maître Appé vont appeler leurs militants à ne pas accorder du crédit ou bien ces conseillers municipaux à ne pas participer au vote du 15 février. Je crois que c'est dans l'ordre normal des choses. Le Maître Appévon n'est pas à l'aise. Je parle de Maître Appévon, l'homme politique, et pas l'humain. L'humain, c'est une autre définition. Et cette définition est assez sociétale vu ces actes qu'il pose. Maintenant, l'homme politique qui est Maître Appévon, je crois que il n'est pas à l'aise avec sa conscience politique. Parce que Maître Appévon a toujours dénoncé l'instauration de la Ve République et je crois que le Sénat, au bout du rouleau, ou bien à la fin de la journée, va participer au dynamisme même de cette Ve République et je crois que c'est ce qui a constitué la motivation principale pour Maître Appévon pour essayer de dire. Maintenant, en suivant sa déclaration, lorsqu'il dit que le Sénat est inutile, comme Louis l'a dit, donc nous nous portons en faux contre cette assertion et dire que le Sénat est budgétivore, donc inutile. Donc je crois que ce sont des langages assez politiques pour essayer de jeter du discrédit sur quelque chose qui se fait selon l'esprit de la Constitution. Mais moi, je pense, en disant que les FDR ne sont pas à l'aise, les FDR ne sont pas à l'aise parce que mathématiquement, si on considère que ce sont les conseillers municipaux et les régionaux qui vont participer au vote, c'est d'ailleurs... Oui, donc là, c'est ce que la loi dit. Oui. Donc si sur les 1527 conseillers municipaux. Donc, aujourd'hui, le parti UNIR a 895 sièges. Disons 895, 1527. Donc, 895 sur 1527. Donc, quand on fait la part des choses, donc, le parti UNIR a largement de l'avance si les consignes sont strictement respectées. Parce que si on vient aux conseillers régionaux, sur 179, UNIR a 137. Donc, il reste 42 pour les autres et les 42 aussi sont assez disparates. Donc, mathématiquement, en participant à ces élections, il n'y a pas assez de marge de manœuvre. Si nous insistons aussi sur le côté, la désunion qui anime la classe politique de l'opposition, parce qu'ils n'arrivent pas à fédérer leurs énergies. Donc, ils vont y aller toujours en rang dispersé. Donc, ils ne peuvent pas être solidaires. Par exemple, si nous voyons comment les découpements ont été faits ou bien comment les candidatures sont, si l'allure des candidatures dans le Golfe n'est pas l'allure des candidatures dans la préfecture d'Agoué. Mais si et seulement ces forces démocratiques étaient unies et puis visaient
réellement le bien des populations, c'est qu'ils pouvaient fédérer leurs énergies pour aboutir au moins à avoir quelques sièges. Mais la situation aujourd'hui... S'ils le faisaient, l'objectif, ce serait d'avoir des sièges au Sénat. Et pourtant, ils ne veulent même pas aller au Sénat. Oui, non, je parle de l'opposition globale. Donc, je ne parle pas de la définition de l'opposition selon la FDR. Selon l'AFC et l'ANC et puis la FDR. Parce que l'ANC et la FDR ne constituent pas toute l'opposition. Bien sûr. En ce sens qu'il y a des partis d'opposition qui aujourd'hui participent à la course au sénatorial. Donc c'est que ils ont compris qu'il ne faudrait pas jouer la politique de la chaise vide et qu'en politique, les choses peuvent se négocier. On peut avoir un sursaut, on peut parvenir à des actions. Par exemple, si nous voyons l'engouement ou bien la bravoure ou bien la constance de Maître Tiassona, depuis le début, lui, il a dit. Donc il est conscient que... dans une autre logique. Il est dans une logique parce qu'il sait que sur les 1527 conseillers municipaux, lui, il a 5. Mais cela ne l'a pas découragé parce qu'il sait que la chose politique se construit au jour le jour. Et là même, je voudrais chuter en considérant les dernières exclusions, aussi bien au niveau de l'ANC que des FDR. Pour les FDR, c'est 2 qui ont été exclus la dernière fois. Donc, c'est dire que les 2 conseillers régionaux là vont participer. Du moment où ils sont exclus, ils vont participer au vote. Soit ils vont donner leur voix aux candidats de unir dans leur zone, ou bien choisir d'autres candidats. Donc ça serait la même chose pour ceux qui ont été exclus de l'ANC. Donc c'est dire que mathématiquement ça ne leur profite pas, mais ils n'ont pas aujourd'hui à jeter de l'anathème, à rejeter le tort sur le parti UNIR, parce que le parti UNIR à un certain moment a bénéficié de ces sièges en impactant les couches à la base, a fait un travail de terrain. Donc il ne s'était pas végété uniquement sur les radios de la capitale pour essayer de vociférer. Ce n'est pas là la question. Ce que je veux savoir, c'est vrai, il faut aller aux élections, il ne faut pas y aller. L'objectif, c'est d'élire des sénateurs. Ce sera ce 15 février. Qui appelle-t-on sénateur? Que fera-t-il exactement dans notre réorganisation politique qu'on est en train de vivre? Rapidement, si quelqu'un a des éléments de réponse pour nos téléspectateurs, quel sera le rôle des sénateurs? Parce qu'on dit qu'ils font un peu aussi comme les députés. Quelle est la différence finalement? Alors, je vais être un peu trivial, hein, mais je vois pas trop à quoi ça sert, objectivement. Alors j'ai parfois la sensation d'une... je vais être trivial, hein, donc vous m'excusez. J'ai parfois l'impression que on est dans l'organisation d'une meilleure répartition du fric. Je m'explique. On avait un nombre de députés. Avant les élections, on a augmenté le nombre de députés. Après, on a mis les gouverneurs. Après les gouverneurs, alors il faudrait que je vérifie, je parle sur le contrôle de Louis et Credo, je ne sais pas si on a eu un redécoupage du territoire qui fait qu'on a une augmentation des maires et des conseillers municipaux. Il faudrait vérifier. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Le sujet n'est pas encore d'actualité. On a rajouté les gouverneurs. Maintenant, on rajoute les sénateurs. En sachant que les gouverneurs, ils ont des équipes. Les sénateurs, ils ne seront pas seuls, ils auront des équipes. Plus les chauffeurs et ainsi. À un moment, alors que chacun puisse savoir. Alors on a l'impression que c'est un gâteau, on répartit, on coupe un peu, et puis on donne un petit. Maintenant, après cela, alors on a les conseillers municipaux, ils sont unis, les maires, ils sont unis, les députés, ils sont unis, les gouverneurs, ils sont unis, les sénateurs, ils vont venir, ils vont être unis. À la fin, à quoi ça sert? C'est ça le truc. Merci beaucoup. Ruiz, on vous a compris. Qui veut dire quelque chose sur les sénateurs, Fredo? Non, mais moi, c'est vrai. Donc, Horus a dit ce qu'il pense et ce qu'il ne comprend pas aussi de l'utilité ou bien de l'importance ou bien du rôle, des rôles et fonctions des sénateurs. Donc, les rôles et fonctions des sénateurs, donc il faut dire que les sénateurs qui seront élus au soir du 15 février seront tenus de faire des propositions de loi. Donc, ils vont faire des propositions de loi. Donc, ils vont voter des lois, y compris la loi des finances selon les attributions. Donc, mais il faut dire que ils feront ces propositions, mais les députés auront la primauté du pouvoir législatif.
Donc, c'est-à-dire qu'ils vont voter en dernier ressort définitivement toutes les lois. Maintenant, les sénateurs, non, ce n'est pas ça. Des sous-députés. Non, ce n'est pas ça. Les sénateurs et les députés vont se réunir en congrès pour autoriser la déclaration de guerre lorsqu'il le faut sur des sujets de priorité. Mais essentiellement, il faut dire que les sénateurs étant des émanations des collectivités locales vont porter les aspirations ou bien les besoins de ces collectivités en ce sens que les 2/3 des membres du Sénat, parce que pour le Sénat c'est 61, donc le 15, donc 41 seront élus et puis les textes donnent l'autorisation, le pouvoir au chef de l'État de nommer aussi 20. Donc la mission du Sénat c'est de défendre les intérêts des communes et des régions dans le cadre de la décentralisation et du développement des territoires. Donc ça ne sera pas budgétivore et cela ne voudrait pas dire également. Non, mais c'est pourquoi on parle dans un régime parlementaire de la Chambre basse et puis de la Chambre haute. Donc ce n'est pas parce qu'on a les députés, on a les sénateurs, on a les gouverneurs qu'on va essayer d'intoxiquer l'opinion pour dire ce que ça prendrait l'allure d'un partage de gâteau. Ça a été prévu par la Constitution. C'est cela qui confirme aussi ou bien qui aiguise aussi la vitalité d'une démocratie. Donc, quitte à ce que les sénateurs, les députés, les gouverneurs jouent au mieux leur partition dans l'intérêt des populations pour le développement de nos collectivités, c'est ce que on va leur dire. Merci donc, quand on a une mauvaise compréhension du panafricanisme, il y a des choses aussi qui échappent. Alors, Louis Kabako, quelque chose à ajouter rapidement? Non, mais ce qui est ajouté, c'est vrai ce que dit Credo. Tout ce que on est en train de voir, le Sénat, l'institution du Sénat et tout, le gouvernorat, ce sont des choses qui sont prévues par la Constitution. Mais ce que dénoncent en fait les opposants aujourd'hui, c'est la manière dont les choses se font. Parce que vous avez en face un pouvoir qui semble avoir la même mise sur tout. Aujourd'hui, l'opposition n'a aucune marge de manœuvre justement pour espérer quelque chose. Vous avez dit les élections législatives d'avril 2024 ont tout scellé en fait. Vous avez à l'Assemblée nationale 108 députés sur 113 en jeu, alors que nous sommes dans un régime parlementaire et on nous dit que le président du Conseil sortira en fait du parti qui a la majorité au pouvoir. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que la roue est désormais libre pour le seul parti au pouvoir. C'est pour ça que les gens pensent que tout ce qui se fait c'est du folklore et qu'ils ne doivent pas s'y associer. Maintenant, et ce que je pourrais peut-être dire, le Sénat, parce que tu l'as dit, le Sénat, le rôle fondamental que va jouer le Sénat dans l'immédiat ou bien imminemment, c'est que le Sénat va s'associer à l'Assemblée nationale pour désigner le président du Conseil. Le président du Conseil qui sera probablement, ou bien qui est de facto Faure Gnassingbé, parce que c'est lui le président de l'Union pour la République, le parti qui a la majorité actuellement au Parlement. Et du coup, et là où ça devient incongru, et parce que le Sénat... Parce qu'ils vont juste faire ça. C'est juste ça. Et après, c'est juste ça. On va laisser lui terminer. Je crois que c'est pour de là que les gens se pressent pour mettre en œuvre ce Sénat, désigner le président du Conseil de Conseil. Mais après, et là où ça devient un peu incongru, comme je le disais tout à l'heure, ce président-là, ce président du Conseil aura le pouvoir en fait de destituer ce même Sénat ou bien cette Assemblée nationale. C'est ce que prévoit les textes en réalité. Beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que ceux qui sont dans la concertation de la 5e République ou bien dans la concertation du changement constitutionnel ont tous leurs droits. Je commence par vous, Horace Donkovi. Quoi dire, je souhaite une bonne semaine à tout le monde. Merci beaucoup. À vous, Horace, c'est très rapide d'ailleurs, je préfère ça. Vous êtes activiste panafricain, merci d'être passé sur ce plateau. Ça fait un plaisir aussi. Credo Tété, vos mots de fin. Non, mais en tant que mot de fin, donc, je voudrais insister sur les défis des sénateurs. Donc les défis seront liés à la pertinence même des propositions de loi qui seront étudiées et également les sénateurs vont adopter en complémentarité avec les députés pour soutenir le progrès socio-économique, promouvoir les droits et les libertés fondamentales des citoyens. Les députés ont besoin de soutien.
voilà un peu les défis qui attendent les sénateurs. Donc, ça ne sera pas une chambre d'enrichissement. Lorsqu'on n'a pas l'information, on va à l'information. Merci. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Louis Kabako, vos mots de la fin. Non, mais c'est vrai, c'est tel que les choses se passent, peu importe. Je pense que le train est en marche et les gens doivent normalement le rejoindre. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on fasse un peu de la pédagogie, qu'on essaie d'expliquer les choses aux uns les autres, parce que ça devient, entre guillemets, un fourre-tout. Pour un petit pays comme le Togo, c'est qu'en 6600 km, avec 8 millions d'habitants, on a les sénateurs, on a les gouverneurs, on a les préfets, on a les maires, on a les conseillers régionaux, et finalement, chacun a une parcelle de pouvoir. Et quand c'est comme ça, les gens vont... appelle la décentralisation. Non, mais c'est la décentralisation, c'est la démocratie. C'est la dilution. Est-ce que c'est un péché? S'il vous plaît. Est-ce que c'est un péché d'avoir les institutions de la République? Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Merci de l'avoir suivi. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clesson Pignang et Richard Kourfanga à la réalisation. Merci à Xavier Koudano, Seigneur Wampa, Richard Amendessou, Prudence Makoui, Florent et eux tous à la diffusion. Merci également à Stéphane Kouano à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.